stylo. On écoute le... Alors ouais, l'espéranto c'était une belle idée hein, de langue internationale qui a été élaborée par Zamenhof. Monsieur Zamenhof, c'était un russe juif d'origine et il a fait des études de médecin. Il a fait un premier jet pour une langue internationale alors qu'il était très jeune. Et ça ne plaisait pas à son père, qui voulait qu'il soit médecin. Il l'a envoyé faire des études, je ne sais pas où, à Saint-Pétersbourg ou à Moscou. Et lorsqu'il est revenu, après quelques années d'avoir fait ses études, il s'est aperçu que son père avait détruit les bases de la langue internationale qu'il avait créée. Alors il a été catastrophé de ça, bon, mais il s'est remis au boulot. Et il l'a recréé. Son bagage, c'était de parler 35 langues. Donc il en parlait couramment 28 et 5 autres approximativement. Donc à partir de là, il a pu avoir une approche globale et il a, avant même la naissance de la linguistique, pu créer un chef-d'œuvre de linguistique. Enfin, il a mis en valeur les choses fondamentales, la structure fondamentale des langues. C'était dans quelle période? Il y a combien de temps? Alors c'était à l'époque des Russes blancs en Russie, donc c'est à peu près 100 ans après la Révolution française, quand il l'a mise sur le marché. Donc ça fait 1800 et... 1800 là, ouais. Et je crois que c'est en 1900, début 1920, à peu près par là, il y a eu un congrès international à Boulogne, et c'est là qu'il a présenté la langue espéranto. Oui, donc on disait qu'il parlait 35 langues, et ça avait permis de recréer les structures fondamentales des langues. Et pour moi, j'ai vraiment considéré que c'était un chef-d'œuvre de linguistique, avant même, sauf de l'imparfait, que la linguistique n'exista. Alors, là j'ai marqué EO, le fundamento. EO, c'est l'abréviation en espéranto, pour dire EO, pour dire espéranto, on écrit E-O. EO. Et fundamento, c'est la base, c'est le fondement. En espéranto, il y a 16 règles grammaticales qui caractérisent cette langue. Alors je les ai toutes listées et on va les repasser une par une. Il y a donc un seul article défini et invariable, c'est là. Alors tout est là, il n'y a pas de le, il n'y a pas de les, il n'y a pas d'apostrophe, sauf en poésie. J'ai donné comme exemple la lune et le soleil, la luno, la suno. Il y a un accent, on entend tout de suite la luno, la suno, ça tombe toujours régulièrement sur l'avant-dernière syllabe. La tablo, la muro, la cielo, si j'avais un mot long, on verra tout à l'heure. Deuxième principe, le nom finit toujours par O. Par exemple, la tago. En allemand, la tago, c'est tag, c'est le jour. Tag. La tago. Alors, ça va me faire ouvrir une parenthèse, à savoir que l'espéranto est composé de 75% de latin, 20% d'anglo-saxon et 5% de grec. Au niveau des racines des mots. Il y a un seul mot en espéranto dont on ne connaît pas l'origine, parce qu'elle appartient à aucun registre linguistique connu, c'est le mot edzo, qui veut dire l'époux. Edzino, l'épouse. Ça doit être un truc extraterrestre, ça. Et comment encore? Edzo. Et la femme? Edzino. Edzino. C'est un peu grec quand même. Hein? Oui, ça ressemble au... Hein?
Ouais, ça semble. Moi j'avais Son. retenu ça parce que, avec un groupe d'espérantistes dans lequel j'étais, ils disaient c'est le seul mot dont on ne trouve pas l'origine dans d'autres langues. Hein. Parmi les 35 langues indo-européennes. Il y a un prénom, Enzo. Non, c'est pas N, c'est Ed. Enzo. Enzo. Bon. Alors, pour les noms, donc ils finissent tous par O. C'est là qu'on va voir le génie de notre ami Zamenhof. Le pluriel est toujours en ye. Le J se prononce ye. Alors, le jour, c'est la tago, et les jours, c'est la tagoi. On voit qu'il y a une grosse économie aussi au niveau de l'article, hein, on retrouve ça tout le temps. Et si vous ne le mettez pas, tago, ça veut dire un jour. Tagoi, des jours. Après, il y a une petite particularité qui caractérise le nom aussi, c'est que le complément d'objet direct, si ça vous rappelle des choses de l'école, se marque avec un N. Par exemple, je mange une pomme. On ne peut pas dire mi mangias pomo, ça ne va pas. Parce que comme c'est le complément d'objet direct, il est caractérisé aussitôt par cette déclinaison, on va dire. Mi mangias pomoin, on met d'abord le pluriel et ensuite la déclinaison. En passant, vous remarquerez que le G accent circonflexe se dit dj. Il y a plusieurs lettres avec des accents circonflexes, on verra tout à l'heure. Comme un jaune. Oui. Je me demandais s'il y avait un rapport avec l'espéranto. Ensuite, l'adjectif, lui, il finit par A, toujours. Alors si on compare avec l'italien, un bello ragazzo, ça finit par O, l'adjectif, un beau garçon. Bello ragazzo. Bello, adjectif, il finit par O. Si c'est une fille, una bella ragazza. Donc, en fait, le masculin en italien il finit tout le temps par O, mais que ce soit le nom ou l'adjectif. La fille, c'est toujours A, la bella ragazza. Mais en espéranto, c'est pas comme ça du tout. Les noms finissent par O, que ce soit des noms masculins ou féminins. Par exemple, le mari, la edzo, la femme, on rajoute un suffixe à eds, c'est in, comme féminine, n'est-ce pas? Donc ça devient l'épouse. La edzo, la edzino. Et ce sera l'adjectif qui lui aura la marque A. Et comme ça, on ne peut pas confondre. Et à la limite, même si on mélangeait tous les mots d'une phrase espéranto, vous pouvez toujours mettre dans l'ordre après. Parce que chaque mot est caractérisé. Les noms, les adjectifs. Et que ce soit masculin ou féminin, donc par différenciation avec l'italien. Alors, beau ou belle, ça donne bella. Alors, par exemple, un mot allemand encore comme référence, la bella knabo. Ça veut dire Le beau garçon. Ah, le oui. beau garçon. Oui. Ouais. Et Et Nuno. la belle fille, la bella knabino. Et on met in, le suffixe in à la fin de knab, et ça devient la fille. La bella knabo, la bella knabino. Et dans les deux cas, on a le A de l'adjectif qui ne change pas, il reste adjectif, il ne prend pas comme en italien une autre couleur. Alors, son pluriel est en ye, comme là-haut, pour le nom. Par exemple, bellai. Alors, on avait si on fait une belle pomme, una, non pas una, c'est en italien. Là. On met rien, bella, Bon. bella pomo, et au pluriel, bellai pomoin. Bella pomo, bellain pomoin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire encore? L'accusatif, alors lui, comme l'adjectif il est accroché au nom, si on décline le nom, dans le cas du complément d'objet direct, on va aussi décliner l'adjectif. C'est assez logique. Alors par exemple, ça donne bellan, et au pluriel, bellain, c'est le même principe. Bella pomon, bellan pomon, bellain pomoin. Bon, c'est un coup à apprendre pour ne pas se mélanger les pinceaux. Après, il y a le cas des comparatifs. Alors, je sais pas moi, Quand on dit par rapport à. Tiu seggio,
Ouais. Tiu seggio estas pli... pli quoi? Pli pesa, plus lourde. Tiu seggio estas pli pesa ol tiu ci. Cette chaise est plus lourde que celle-ci. Et là, on utilise pli, ol. Ou bien moins, c'est mal pli. Alors, une particularité d'espéranto, c'est que pour dire le contraire, on met mal devant. Alors, pli, mal pli. Pli, c'est plus, mal pli, c'est moins. Et le superlatif, c'est plei, c'est la plus belle femme du monde, ça donne la plei bella virino della mondo. Et la moins belle? La plus belle, ah bah, ça serait la malplay à ce moment-là. Si on est logique. Oui, le superlatif, la plus belle. Ça n'existe pas. Ça serait la pire, sinon, c'est la malplay. Virino, elle, la monde. Après, 4. Les adjectifs numéros cardinaux sont invariables. Alors, on va s'amuser un peu là. Unu, du, tri, kvar, kvin, ses, ça n'a rien à voir avec le sexe, ses, sep, ok, naou, dek. Donc c'est tout marqué là. Hein. Unu, du, tri, kvar, kvin, ses, sep, ok, naou, dek. 100, ça se dit cent, et 1000, 1000. Donc là, c'est facile. Alors, par exemple, mi naskidjis, quelqu'un a une idée de ce que ça peut vouloir dire? Mi naskidjis, je suis né. Mi naskidjis, c'est-à-dire je suis devenu. Idj, ça veut dire devenir. Nask, ça a rapport avec la naissance. Donc je suis devenu né. Donc je suis né, mi naskidjis. En la, 1000. Nautsent. Kvindek, tri. 53. Voilà. Pour dire 11, alors en français on a des trucs bizarres, en italien aussi d'ailleurs. 11 c'est 10 plus 1. En espéranto ça se dit dek unu. Donc 10 1. 12, dek du, dek tri, dek vat, dek vin, dek 16, dek 7, dek 9, etc. Et on continue comme ça. On continue comme ça, ouais. C'est vachement simple. Et 20. Alors 20 c'est 2 fois 10, donc c'est doudek. Doudek, 2, dou, doudek, où est-ce qu'il est? 37 tridek. Doudek, Tridek. tridek, Et vadek, dec 12, c'est kvindek. 12. Et dek 12 c'est 12. Le doudek, Et 22 20. c'est doudek, dou. Doudek, dou. Doudek. Ouais, c'est vraiment... Ouais, c'est bien Ça, réfléchi. C'est bien réfléchi. Hein. 21, doudek unu. Alors, les ordinaux, pour dire la première, la deuxième, la troisième, c'est unu plus a, unua, puisque c'est un adjectif, hein. Adjectif ordinal. Unua, dua, tria, kvara, gvina, sesa, sepa, si je sais, oka, nawa, dek, centa, mila. C'est quoi un ordino? Je connais pas. Ordinaux, Ce mot. c'est les adjectifs qui donnent l'ordre des Premier, choses. deuxième, Premier, troisième. deuxième, troisième. Après, il y a les multiplicatifs, on utilise oble. En français, on a double, la même racine. Alors, du obla, on parle de du, obla, comme c'est l'adjectif, a. Et si on dit le double, du oblo, le double, il suffit de changer le O en A. Après, il y a les fractionnaires. Unu, ça c'est 1, triono, un tiers. Et on va faire un quart, kvarono, un cinquième, kvinono. Après, il y a les collectifs, triopo, je suppose que c'est un trio, je ne me rappelle plus. Et après, il y a les distributifs, 3 à chacun, c'est po, tri, par.
Ouais, 3 à chacun, potri. On donne un, je sais pas quoi, un bonbon, 3 à chacun. 3 bonbons à chacun, potri. Voilà. Jusque-là, ça va. Pas trop difficile. Et juste une question. Le fundamento, pourquoi c'est pas la fundamento? C'est parce que là, je l'ai mis en français. Ah. Ça, c'est le fundamento, et j'ai fait... Oui, oui. Ouais, c'est tout. Sinon, ça serait la fundamento. À propos de fundamento, vous avez les fesses. En espéranto, je parle de ça, c'est amusant. Ça, c'est les joues. La vangoi. Vango, vangoi. Et les fesses, ça se dit post-vangoi. C'est les joues du Ah oui. Pas bête, hein? Alors après, les pronoms personnels sujets. C'est pour la conjugaison, l'espéranto, c'est vraiment un billard. Hein. On utilisera seulement les sujets plus la racine du verbe et on a une terminaison ensuite. Et il n'y a pas de verbe du premier groupe, ni du deuxième, ni du troisième, c'est... Alors quand on connaît ça, on a 2 minutes pour savoir conjuguer tous les verbes en espéranto. Pronom sujet, mi, c'est je. Vi, c'est vous, comme en anglais, ou ça peut être si on dit tu, comme en français. Li, c'est il, donc c'est l'inverse pour se rappeler en français, c'est facile. She, S avec un chapeau dessus, c'est che. She, comme en anglais, finalement au niveau phonétique. Ji, c'est un neutre. Par exemple, il y a un chien ou une chienne, on ne sait pas trop, il mange, tu vas dire ji manjas. Si tu veux préciser que c'est un chien, tu diras li manjas ou shi manjas si c'est une chienne. Sinon, c'est un neutre, tu dis ji, ça n'a pas d'importance en fait. Si, je ne me rappelle pas ce que c'est. Ni, c'est nous, vi, c'est vous, ili, c'est il au pluriel, et aussi elle au pluriel, parce que quand il y a un pluriel masculin, féminin, on met ili, hein, c'est tout, ça n'a pas bien d'importance, et oni, c'est on. Les accusatifs deviennent donc min, vin, lin, shin. C'est par exemple, il me voit, li, vidas, min. L'accusatif. Li, il va prendre une crise cardiaque, là, doucement, là, on va être obligé de lui donner, je ne sais pas quoi. Alors, li vidas vin, il te voit, elle le voit, shi vidas lin, il la voit, li vidas shin, ça c'est pour l'animal, jin, sin, là je suppose que c'est le réflexif, là. Son. Non. Non, sin c'est pour un verbe pronominal par exemple. Il se regarde, li sin rigardas. Hein, par exemple. Après, il y a nin, vin et lin. Voilà. Adjectif ou pronom possessif, c'est basé sur le même système. Et là aussi, c'est fait vachement intelligemment. En français, on a je, on a moi. Après, c'est ma, mon, mes, tout le Bataclan. Alors que là, c'est toujours le même truc qui sert à tous les coups. Et comme on a la caractéristique A pour les adjectifs, O pour les noms, tout ça, il suffit de mettre ça à la fin et on a l'adjectif qui correspond. Mia, la mia, ma ou la mienne. On a les deux catégories. Via l'adjectif, et là c'est le pronom qui correspond. Et la lia, etc. Après, une fois qu'on a mémorisé les pronoms, par exemple, je sais, je connais, Mykonas, Vikonas, Likonas, Chikonas, etc. En revenant vers les adjectifs ou pronoms, Ouais. pourquoi est-ce que la liste est tellement limitée? Est-ce qu'il n'y a pas China? Ben, on peut dire la sienne, la Ah oui, vôtre, quand la même, vôtre, j'ai quand pas même. tout mis. Hein. Continuer. Oui, d'accord, c'est- oui. Ouais, c'est juste comme ça. Oui, ok. Ouais. Après, donc les verbes ne changent ni pour les personnes ni pour les nombres.
Alors, tous les verbes sont... Alors, les noms sont finis par O, les adjectifs par A, et les verbes à l'infinitif sont tous finis par I. Cependant, après, quand on veut les conjuguer, on enlève le I de l'infinitif, et à la place, pour le présent, ça finira par as. Alors, mi rigardas vin, je vous regarde, mi rigardas vin. Pour le passé, je vous ai regardé, ou je vous avais regardé, mi rigardis vin. Après, le futur, ça sera os, mi rigardos vin, pour voir si vous suivez. Après, le conditionnel, il finit par ous. Alors, une petite particularité sur le conditionnel, par exemple, en français, on dit « si j'étais riche, j'achèterais une maison ». En espéranto, on met 2 fois le conditionnel. « Se mi estus riĉa, mi aĉetus domon ». Après tout, ça se dépend, puisqu'on est complètement dans le domaine de l'hypothèse, de la condition, du conditionnel. En français, on fait un truc plus compliqué en faisant comme si on avait déjà la maison, et après, on bâtit quelque chose sur cette hypothèse. Donc, on met le conditionnel. Mais on a assis la condition sur un truc comme s'il était déjà acquis. Après, il y a le subjonctif impératif. C'est la même chose, ça finit par « ou ». Par exemple... mange. En français, on dit que mange. En espéranto, on est obligé de dire vi manju. Parce que si tu dis que manju en espéranto, ça peut être mangeons, ni manju. Et vi manju, manger. Donc il y a 3, il suffit d'utiliser les pronoms moi, toi et nous et vous. Hein. Voilà. Ou bien qu'il mange, hein. Il y manju. Toute la conjugaison de l'impératif, boire, ça se dit trinki, donc que je boive, que mi trinku, que vi trinku, que ni trinku. Ça vous intéresse déjà mieux, hein. Je vois les papilles gustatives et de l'odorat se mouvoir. Après, alors, on a vu qu'il y a juste présent, passé, futur. En français, il y a un tas de bazar, hein. Le présent de l'indicatif, l'imparfait, le passé simple, le futur. Après, dans les temps composés, le passé composé, l'imparfait, le plus que parfait. Le conditionnel. Oui, mais dans les temps simples, il y en a 4. Bon, bref. Après, en espéranto, il y a juste 3 temps, présent, passé, futur. Mais quand il y a des actions, soit dans le présent, soit dans le passé, soit dans le futur, ça dépend du contexte dans lequel on est, on peut toujours jouer avec des ajustements. Alors, il y a des participes dits actifs, des participes passifs, et on utilise pour cela toujours l'auxiliaire esti, c'est-à-dire l'auxiliaire être. L'auxiliaire avoir n'est pas comme en français, il n'a pas sa place en espéranto. Alors par exemple, il est entré, nous on a un passé composé, pendant que j'étais en train de manger, pendant que je mangeais. Il est entré pendant que je mangeais. Donc passé composé français, et l'autre temps imparfait après. Li eniris, passé, ça veut dire, on pourrait dire, il entra. Kiam mi estis mangianta. Il est entré pendant que j'étais en train de manger. Vous voyez comment ça devient. C'est beaucoup plus précis qu'en français, en fait, au niveau de la synchronisation. Parce que s'il était rentré alors que j'étais sur le point de manger, li eniris, kiam mi estis, manginta, int, du passé. Ça veut dire je suis ayant fini de manger. Et l'autre cas, c'est il est entré
alors que j'étais sur le point de manger, li eniris, kiam mi estis mangianta. Futur, le honte. On retrouve le passé, le A du présent et le O du futur dans les participes actifs. Alors après, il y a aussi des participes passifs. Je suis aimé, mi estas amata, mi estas amita. Je suis ayant été aimé. C'est fini, j'ai ramassé une gamelle. Et après, mi estas amota. Je suis sur le point d'être aimé. Enfin, je le sens, j'espère que je ne me gourre pas. Voilà, ça c'est ce qui caractérise la conjugaison. On a passé, je sais pas, peut-être 7 minutes là-dessus. On a compris les principes, c'est vachement génial. Après, les adverbes finissent en « et ». Le « e » se prononce « et », un peu intermédiaire entre « et ». Selon l'accent. Bone, grande, facile. Ça c'est sur... et granda devient l'adjectif. Bonnet, ça devient bon. Adjectif aussi. Et facile, qui veut dire facilement, devient facila comme adjectif. Il n'y a pas de nom possible là en l'occurrence. Après les prépositions. Bon, je me suis demandé pourquoi j'avais rien marqué quand j'ai fait ça, il y a déjà plusieurs années. En fait, parce que les prépositions, elles existent aussi en espéranto. Par exemple, sur la table, sur la tablo. Mi sentis que la pordo ne estas fermata. Ça ressemble beaucoup au français, hein, Oui. puisqu'il y a 75% de latin d'origine et que le français est dérivé du latin. Donc, a, c'est al. Par exemple, je vais à Paris, mi iras al Pariso. Sur, ça devient sourd. Il ne faut pas en abuser. Après, à de c'est D. Pour, alors pour, ça va être port. Ça va être... c'est pour indiquer le but. Vous avez aussi prix, qui veut dire, je crois que c'est au moyen de. Il a, qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple? Il a appris au moyen d'une méthode néerlandaise. C'est un petit livre de cours qui est effectivement néerlandais. Donc, pris la méthode néerlandaise. Je ne sais pas comment on dit par contre. Et je suis venu en vélo. Alors ça dépend, si tu veux dire au moyen du vélo, pris le vélo, je sais pas comment on dit par contre. Ah. Je suis venu en voiture. La auto... Je sais pas, je me rappelle plus de mon nom, ça fait un moment que je n'ai pas utilisé ces mots. Mais ça revient vite après quand on dit vélo. Il y a un dictionnaire. Hein? Il y a un dictionnaire. Ouais, regarde. J'en ai 3 là. Alors, j'en ai un gros. On va faire une petite parenthèse sur le dictionnaire. Ça, c'est la plena illustrita vortaro de Esperanto cun supplemento. Ça veut dire le dictionnaire complet illustré d'Esperanto. Vortaro, c'est le dictionnaire. Vorto, word, et Wort, je suppose, en allemand. C'est les mots. Et vortaro, ar, c'est le suffixe qui veut dire on regroupe tout. Donc un vortaro, c'est un nom. Ouais, presque. Donc c'est le dictionnaire complet illustré d'Esperanto avec supplemento. Kun, c'est avec. Alors celui-là, il est tout en espéranto. Après, j'en ai 2 autres. C'est le grand dictionnaire français espéranto. Il est assez épais. Et puis là, j'ai le dictionnaire espéranto-français. J'en ai même un autre tout petit, de poche, quoi. Mais ça, c'est plus intéressant parce qu'il y a beaucoup de... C'est bien, quoi. Ça, c'était les choses dont je voulais vous parler. Si vous voulez creuser un peu la question de l'espéranto, il y a ça qui est paru dans les éditions Que sais-je,
il est pas mal foutu, hein. Il y a un peu des références aussi linguistiques, mais vraiment c'est beaucoup plus complet que ce que je peux vous dire là. Mais ce que je vous dis là, c'est la base, hein, c'est le plus important. Puis voilà, je ne suis pas non plus un spécialiste de l'espéranto, je suis quelqu'un qui l'a appris, qui s'est passionné pour ça, parce que j'aimais bien les questions de langue. Alors après, où on en est? 9. Chaque mot se prononce comme il est écrit. Et on peut même ajouter réciproquement. C'est-à-dire qu'il y a un codage phonétique qui est un son, une lettre. Une lettre, un son. Donc si vous prononcez correctement, vous êtes obligé d'écrire juste. On ne peut pas faire autrement. Et ça, c'est vraiment le truc qui par exemple, permet de voir, de juger de la difficulté d'une langue. En français, c'est le bordel absolu. Les poules du couvent-couve, hein, vous connaissez tous l'histoire des poules du couvent-couve. Les poules du couvent-couve, ça s'écrit de la même manière, couvent et couve, mais ça ne se prononce pas pareil. Et puis vous avez des choses inverses où ça s'écrit différemment, mais ça se prononce pareil. Un verre dans un verre. Voilà, par exemple. Merci de ton aide. Je vois que tu suis. Après. Alors le G et le S qui se prononce chi, Hein? le S se prononce. On va le voir tout à l'heure, on va y arriver. L'accent tonique tombe sur l'avant-dernière syllabe. Alors par exemple, là c'est mercredi, mercredo, c'est pas mercredo comme on dirait en français, c'est mercredo, et ça veut dire difficile, mal faciligi. Ça ne veut pas dire difficile, c'est le verbe, donc ça veut dire qu'il rend les choses compliquées, hein, qui ne facilite pas. Mal faciligi, c'est toujours sur l'avant-dernière. En italien, c'est ça peut-être dans 80% des cas, mais il y a des exceptions. Par exemple, en italien, la ville, c'est la città. Puis il y a des mots aussi où l'accent ne tombe pas sur l'avant-dernière syllabe, mais sur avant-dernière, alors ça donne en italien l'antepenultima. Tu as encore deux trucs derrière au lieu d'un. Bon. Et je dirais que c'est un peu le bazar quand on apprend l'espéranto et qu'on connaît l'italien, parce qu'il y a pas mal d'interférences. Hein. Et des fois, pas toujours. Il y a des faux amis, quoi. Lundo, mardo, mercredo, Ciaudo, vendredo, sabato, dimanche. Voilà, je me rappelle du jour de la semaine. Ça ressemble complètement au français. Hein. Alors, les mots composés. C'est vraiment très intéressant en espéranto de voir comment c'est fait. Une pomme de terre. Le mot la terro, c'est la terre, pomo, c'est la pomme. La terre, pomo. Alors, il a choisi la façon anglaise de faire. Moi, j'aurais préféré qu'il choisisse la façon française, parce que je trouve que c'est plus cohérent de poser d'abord le nom et ensuite de mettre l'adjectif. Au lieu de mettre d'abord l'adjectif, tu sais pas ce que ça va... C'est vrai, c'est pas... Bon, mais il a fait comme ça, hein, Zamenhof. Il a dû être influencé, je sais pas pourquoi. La terre, pomo. La forme négative, c'est juste, on ajoute né. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je m'assois, mi sidijas, je deviens assis, mi sidijas, mi ne sidijas, je ne m'assois pas. Si le mot marque le lieu où l'on va, il se met à l'accusatif. Alors tout à l'heure, je vous ai donné un exemple. Je vais à Paris, mi iras al Pariso. Mais on peut dire aussi à la place Parisone, et on enlève le al à ce moment-là. Mi iras Parisone. Ou on peut aussi dire mi al iras
Pariso. Alors est-ce qu'on décline là dans ce cas-là? J'en sais rien, puisque le al il a été mis devant, il peut être collé là aussi devant. Il y a plusieurs façons de dire en espéranto. Je me souviens un exemple, c'était j'envoie un paquet par la poste, mi sendas paqueton per la posto. Mais on peut dire aussi mi post sendas paqueton. Et post sendas, ça veut dire j'envoie par la poste, quoi. Mais, voilà. Chaque préposition a un sens précis, sauf yé. Alors, les prépositions. Là, je me souviens plus des exemples. Les mots étrangers sont espérantisés. De même qu'en français, normalement, quand on parle de la ville de London, eh ben on dit Londres. En français, je trouve que c'est logique qu'une langue, quand elle se respecte, francise, si c'est le français, le nom de pays étranger. Sinon, après, on arrive à des trucs, au niveau de l'orthographe, du codage phonétique et tout ça, ça ne correspond à rien du tout. Par exemple, en français, le son I, c'est I, la lettre I. En anglais, c'est 2 E, ou c'est EA, ou c'est... Et alors, on a introduit plein de machins comme ça dans la langue française, et maintenant, ça ne correspond plus à rien. On a détruit ce qui faisait son originalité et sa particularité. Mais c'est très difficile de franciser tous les noms de toutes les villes étrangères. C'est quasiment impossible. Bah, Moscou, ça se dit pas Moscou. Oui, Moscou, c'est une grande ville, mais t'as des noms très compliqués dans les langues. Bah oui, comme les Jaffioles. Et encore, c'est qu'un morceau. Non, ouais, mais normalement, c'est ça. Ça fonctionnait avant, on francisait, mais même... Mais les anglophones font la même les chose. Les Italiens aussi, ben ouais. Et donc là, c'est pareil. Alors, à ce sujet-là, ils sont espérantisés pour moi. Ça a été décidé comme ça. Et il y a une académie internationale de l'espéranto qui a son siège à... Je crois que c'est à Vienne, en Autriche. Et donc, quand il y a création de mots, ils planchent sur la question et ils proposent le mot espéranto. Alors par exemple, le mot ordinateur, c'est parti de l'anglais a computer. Le computer, c'est un outil qui sert à compter. Compter, c'est computi. Et il, c'est... l'outil. Donc c'est l'outil qui sert à compter. Donc l'ordinateur c'est devenu computilo. Mi havas computilo. Computilon, pardon, c'est COD. 16. Les finales de l'article et du nom peuvent s'amuir et être remplacées par une apostrophe. Alors notamment en poésie ou dans les chansons. Del mondo, ça veut dire de la mondo. Voilà. Là, on a les 16 règles de base. Avec ça, on a l'assise pour... on a la structure. Après, il reste bien sûr à mémoriser chacun des mots, et puis à pratiquer. Alors, là, je vais vous donner maintenant la clé de l'alphabet. Il y a 28 lettres. A, comme... je vais marquer exemple, ami, le verbe aimer. B. Alors, ils disent A, Bo, So, Cho, Do, et Fo, Ge, Go, Jo, Ho, Ho, I, Je, Je, Que, Lo, Mo, enfin que, ko, Lo, Mo, No, O, ça reste O, Po, Ro, So, Cho, To, U, Ou, ça reste Ou,
Ça, c'est un Tilde. U court. Hein. Un Korau, ça sert à un mélange. Au. En allemand, je crois qu'il y a Au aussi. Hein. Au. C'est considéré comme un son, hein. Un seul son. Et il y a vo et zo. Et il n'y a pas, comme en français, les problèmes avec la lettre C, qui un coup fait le son que, un coup fait le son se. Si elle est placée devant une voyelle, moi j'appelais ça dur pour les enfants, A, O, U, ça fait Q. Et sinon, c'est ce, si, c'est d'où, que ou ce. On a ça, on a le même problème avec la lettre G, si elle est devant E ou I, ça fait je, J. Si elle est devant A, O, U, c'est gagogu. Et oro là, oro, pourquoi tu as l'accent? Là, c'est ho, ho. C'est un ho. Mais là, tu l'as mis à côté, c'est ça ou c'est Il est à cheval sur le H. C'est le même que lui avec un... Non, moi, le circonflexe. Ah, là, j'ai mis dessus. Là, tu as mis à côté. Il est en haut, non? Normalement, Ah ou oui, pas? tiens, en fait, c'est une bonne question. Bon, Ok. normalement, on le met dessus, ouais. Parce que c'est rigolo, là, à Ouais, on côté. le met dessus, ouais. Ouais, ho, là, c'est ho-ro. Alors, au niveau de la prononciation, B, comme en français. Alors, le C, par contre, se prononce tse. Tse. Celui-là, avec le chapeau, c'est tche. Ça, c'est normal. Ça, c'est e. Ça, c'est ge quand il est tout seul. Et c'est je quand il est avec le chapeau. Donc là, j'ai girafo, garaggio. Garaggio. Le H, il est soufflé. Ça fait heime, ça veut dire chez moi. Heime, la maison, quoi. Et là, c'est ho, ro. Alors, c'est très difficile à dire parce que c'est un h qui vient de la gorge pour le premier, et l'autre, c'est un r qui est roulé. Comme, donc, ho, ro. Il faut s'entraîner. Après, le i, ça reste i. Alors, il a une particularité quand même, c'est que c'est toujours un i long. Par exemple, via, on dit en français, hein, via, je suis allé à Paris, via Lyon, via, le i est long. Mais dans d'autres situations, vous avez le i qui se transforme en son ie. Par exemple, le mien, meuil 1, c'est pas mien, c'est mieux. En espéranto, le i est toujours i long. Il ne peut pas être autre chose que ça. Donc quand on voit écrit M-I-A, c'est Mia, c'est pas Mia. Après, le J, c'est, on l'a vu, Ye. Donc c'est Yunulo, ça veut dire un jeune homme. Et Yam, je crois que ça veut dire déjà. Le J avec un chapeau, c'est je, journalo. Le que, le ko, c'est toujours que. Le L, c'est elle. Alors qu'en français, des fois, il peut tremper dans des combinaisons où ça fait ye, où ça fait ei. Enfin, le M, c'est me, ne, facile. Alors le O, lui, se prononce O. En phonétique, on note comme ça. On ferme pas le O. Ça doit être comme ça. Phonétique, c'est un O ouvert, donc c'est O. Toujours O. Donc, en espéranto, on dirait pas le lavabo, mais le lavabo. Le PNP, alors le R, il est roulé. Alors le S, c'est, comme on a vu, hein, c'est chaque fois une lettre, un son. Donc le S, il y en a un, ça suffit pour faire le son se. En français, des fois il en faut un, des fois il en faut deux, suivant que c'est coincé entre deux voyelles. Là, c'est toujours le son se. Son se. En phonétique internationale, c'est ça. De même, ou à l'inverse, en allemand, le S, lui, il fait ze. Zontag. Hein. Alors que là, c'est toujours se. Hein. Après, il y a le S avec un chapeau dessus, c'est chi, c'est che. Là, chipo, c'est un bateau. Ship en anglais. Hein. Le T, normal. U se prononce ou en phonétique. Le ou, c'est comme ça. Et là, c'est un U, un ou court, un korau, aou,
qui veut dire ou bien, ah ou. Après, il y a le V, c'est VE, et le Z, c'est ZE. Voilà. Là, on a fini la présentation sommaire de l'espéranto, et on peut s'arrêter là, ou voir quelques petits exemples. Je crois que c'est la fin. Fabrication de mots à l'aide de racines et d'affixes. Les affixes, c'est les préfixes ou les suffixes. Préfixe de négation, c'est ne. San, la santé. Sana, c'est en santé. Sano, c'est la santé. Sani, ça doit être un verbe qui partirait de là. Être sain, j'en sais rien. Hein? Assainir. Assainir peut-être. Mais assainir, ça serait rendre sain, donc ça serait sanij. Ij, qui veut dire rendre. Soigner. Ouais, j'ai pas bien l'idée de... Sani, est-ce qu'il y a dedans l'espéranto français? Tiens, tu regardes. Donc, Sani, si ça y est. Et sané, qui veut dire sainement. Là, c'est saine, là, c'est la santé. Sani, j'en sais rien. Sané, ça veut dire sainement. Donc, Sani, je pense que S-A-N-I. Après, vous avez par exemple le suffixe ig. Suffixe signifiant faire ou rendre. Alors, ouais, en fait, il y a ig et il y a ij aussi. Ça y est, ça y est. Non, il n'y a pas de Sani. Ça y est, pas. Si, il y a quelqu'un. Par exemple, sur la différence entre ij et ig. Tout à l'heure, j'ai dit je m'assois. Misid ijas. Ça veut dire je deviens assis. Et ig, ça veut dire que je fais ou fais faire. Par exemple, je mange, je fais manger le bébé. Mi mangigas la bébonne. Mais si je suis un cannibale, je mange le bébé. Mi mangas la bébonne. Et si je suis moi l'objet d'être mangé, mi mangijas, je deviens mangé par le cannibale. Voilà. Ij et ig. Après, il y a eble qui indique la possibilité et a la désinence de l'adjectif. Alors, là, il y a un mot composé. Il y a né, ça veut dire que c'est non. Sanijebla. Donc, ça veut dire qui ne rend pas sain. C'est un adjectif. En français, insalubre. Hein? Ouais. Nesanigebla. Non, c'est pas Dieu, c'est que Nesanigebla. Donc, insalubre. Il y a des tas de choses comme ça. Après, pour terminer, je vous ai préparé un exemple pour montrer l'économie de la construction de cette langue. Le coq, la racine c'est coq. La poule, la racine c'est encore coq, mais comme c'est féminin, on rajoute le suffixe in. Donc la poule devient coquine. Après, il y a le poussin, qui est un petit. Alors, pour ou le fils, le poussin c'est le fils aussi. Hein. Donc si c'est le fils, c'est id, le suffixe, comme kid en anglais, id. Donc c'est facile de se rappeler grâce à ça. Donc c'est coquido. Si vous voulez préciser que ce coquido, c'est une femelle, donc c'est coquid in o. Tio estas coquidino. Coquid, oui, coquidino. Vous voulez sinon c'est coquino. Après, il y a le poulailler. Alors, le poulailler, c'est quoi? C'est le lieu où vivent les poules. Donc, le suffixe pour le lieu, c'est ei. Donc, le poulailler, c'est coq eio, puisque c'est le nom.
Et si c'est du poulailler, ce sont des bestioles du poulailler, ce sera kokeia. Et vous transformez le lieu poulailler en adjectif poulaillère, on pourrait dire en français, mais ça n'existe pas. En espéranto, on peut dire plein de trucs qu'on ne peut pas dire nécessairement en français. Après, du poulet. Le poulet, c'est du poulet, c'est ce qu'on mange. Il est mort, donc il est chosifié. En espéranto, quand on a transformé quelque chose en chose, c'est age, le suffixe. Donc c'est kokajo, mi manjas kokajon. Voilà. Et si c'est propre aux poules, je ne me rappelle plus. Propre aux poules. Ça veut dire que si on propre aux poules, en français on a 3 mots, mais en espéranto tu mets un A à la fin. Coca. Et tu mets pas id parce que pour le poulet c'est le fils de la poule et du coq. Non, le poulet c'est dans le sens où il est mort. Je mange du poulet. Oui, mais donc... tu mets pas id en plus du H. Ah non, non. Bah non, parce que tu ne manges pas de poussin en général. Tu manges un poulet. Tu manges, enfin. Ouais. Mais un poulet vivant. Et c'est coq. C'est du coq ou c'est de la poule. Et s'il est mort, c'est coquage. C'est pas un adulte, un adolescent. Ça dépend. Alors, tu peux dire. Alors là, il va falloir poser la question à Zamenhof avec un médium, parce que c'est vrai qu'il y a des langues, hein, je me souviens, je ne sais plus dans quel pays, je crois que c'était chez les Hunza, où ils avaient des chèvres, et ils avaient 12 noms pour désigner les chèvres, suivant leur âge, hein, et ils savaient faire la différence. Bon, voilà, un poulet, parce que ça a vraiment une grande importance. Tu dis un coq, une poule, en général, vu de ta hauteur d'être humain. Le poulet, c'est brigadier. Hein? Oui. Alors voilà, donc j'ai donné des exemples. Le coq, coquito, le lieu coqueio, le nom coco, coquino, en taille. Ah, si c'est en taille, si, oui, tu as raison. C'est petite taille, mais ça n'a rien à voir avec le id. Hein. Là, il y a petit, ça c'est le descendant. Et là, c'est petit en taille, c'est et. Donc, ça sera coquetto. Voilà. Donc, il n'y a plus besoin de communication médiumnique. Après, la chose âge et l'adjectif a, ça veut dire propre aux poules, coca. Voilà. Et je crois que je ne voulais pas en faire plus pour aujourd'hui. Alors, ce que je peux dire quand même, c'est que si vous êtes intéressé, là, j'ai ressorti ma méthode et je lui ai couru après 2 fois cette méthode-là. J'avais fait un stage, donc c'était en Savoie, où les espérantistes un peu de partout s'étaient réunis dans un petit bled, je suppose que vous connaissez, qui s'appelle Aberpoche. C'est un Savoie, bah oui. Hein, et là, j'avais acheté cette méthode. Alors j'avais eu un premier modèle, je l'ai perdu, je m'en suis vu comme 4 pour le retrouver après, parce que c'est pas évident à retrouver. Et moi j'avais bien aimé, parce que c'est fait sous forme de petites bandes dessinées. Alors, je vais vous dire un peu des trucs comme ça, et puis on arrêtera là. Mais ça sera, s'il y en a que ça intéresse, donc je ferai faire des photocopies. On peut les faire, je peux les faire. Des grandes comme ça? Oui. T'as ce qu'il faut? Super. Oui, je pense que ça peut faire. Donc on pourrait... Ou sinon, elle les fait brocher. Ouais. Ouais, si elle peut faire ça, ouais, ça peut être bien. Et donc... Première image, Antau Johano estas ter globo. Donc le mec qui s'appelle Johan, ça veut dire Jean en fait, et il est devant un globe. Après, pendant ce temps plutôt, Maria cuiras. Après, elle dit Kion vi faras Johano. Vous avez pigé? Kion vi faras Johano. Qu'est-ce que tu fais, Johano? Et lui il dit Mi serchas. Non, mi serchas interessan lokon. Je cherche un lieu intéressant, un endroit intéressant. Ĉu vi desiras voyagi? Demande Maria. Est-ce que tu désires voyager? Yes, mi desiras voyagi. Sed al kiu loko? Mais à quel lieu? Dans quel lieu? Demande-t-il.
Ni povas voyagi circau la mondo. Nous pouvons voyager autour du monde. Via ideo estas tre interessa. On dirait du français quasiment. Après, c'est qui est estas la valiso. Il cherche la valise. Et la valise. Ça, c'est la leçon numéro 1. Yen mia valiso. Kai yen via valiso. Alors il dit yen, c'est voici mia valiso. Kai et yen via valiso. Voici ma valise et voici la tienne. Li metas vestajoin en la valison. Il met les vêtements dans la valise. La valiso de Johano estas plena. La valise est pleine. Ankaou aussi. La valiso de Maria estas plena. Pareil, la valise de Marie est pleine. La schranko, en allemand tu as trouvé, estas prescau mal plena. L'armoire est presque, alors mal plena, c'est Presque vide. Presque vide. Johano, helpumin fermi la valison. Johano, aide-moi à fermer la valise. Après, li helpas shin. Il y a deux façons de dire d'ailleurs. Li helpas shin ou li helpas al shi. Et ça fait que souvent d'ailleurs, en français, à cause de c'est une interférence de l'anglais, ils disent aider à en anglais. Et en français, on aide quelqu'un, donc c'est complément d'objet direct. Donc on ne peut pas dire j'aide à. Non, on aide quelqu'un à faire quelque chose. Et là, en français, souvent, on entend ce plantage. Dankon, nun mi povas schlossi. Il s'est assis dessus, il a tassé, elle lui dit Dankon, dankschön. Dankon, merci. Nun, maintenant, mi povas schlossi. Maintenant, je peux fermer. Et à la fin, fine, cio estas en ordo. C'est-à-dire, à la fin, finalement, tout est en ordre. Voilà, les trucs qui dépressent la valise. Voilà. C'est fait avec un certain humour, et puis il y a de quoi. Moi, ça, je peux vous emmener jusqu'au bout de ça. Après, moi, j'ai fait 2 examens d'espéranto. Premier, pour l'assimilation des bases et tout ça. J'ai fait la 2e année aussi. J'ai eu aussi mon diplôme. Et puis après, j'ai arrêté parce que j'ai changé d'endroit et il n'y avait plus de cours. On peut quand même en suivre aussi sur Internet si on veut. Mais il y a des espérantistes pas loin. À Avignon, à Sérignan. Enfin, il y a des gens un peu isolés par là. Mais bon, moi j'ai un peu la flemme de bouger. Néanmoins, c'est une langue de cœur pour moi. Et la transmettre, ça me permettra aussi de me remettre dedans. Est-ce que tu as une idée combien de gens utilisent couramment l'espéranto? Alors, 1 million dans le monde. Dans le monde. Et j'espère qu'ils ne se sont pas fait vacciner. Je lisais hier qu'il y avait 120 pays qui utilisaient l'espéranto. Ouais. C'est ça, à peu près? Ouais, c'est à peu près ça. Moi, j'étais à 2 millions de personnes. Oui, peut-être. Disons que si on dit 2 millions, il y a ceux qui le parlent très bien là-dedans, puis il y a ceux qui sont un peu comme moi. Oui, que Qui, ils vont comprendre. qui- Oui. Ouais, il faudrait perfectionner. Mais une langue, Ça devrait être une langue. c'est sûr que ça serait génial si on parlait cette langue-là. Bah, si on pouvait parler entre nous déjà, ce serait pas mal. Ouais, Alors, Guten Tag. Guten Tag, C'est c'est quoi? bonjour, Bonantagon. Ah oui, bon Bonantagon. Parce que c'est sous-entendu, je vous souhaite quoi? Complément d'objet direct. Donc il y a la déclinaison. Bonantagon. Antagon, ça on peut déjà faire. Ouais, Bonantagon. Bon Antagon. Et Danko? Dankon. Merci. Dankon. Dankon. Dankon, ça Merci. c'est encore l'allemand. La hundo. La hundo. Hundo. La hundo boyas. Hundo Boyas. C'est un truc de chien ça. À bois. Ah, La hundo boyas. Mais en général, pour les animaux, on a un mot, c'est blek. Bleki, le verbe. Ça veut dire c'est un cri d'animal. Donc on peut dire la hundo blekas. Le cheval, blekas. Pour tous les animaux, Bon, ça fait l'éléphant le bruit. blekas. Hein.
La bécasse, blécasse. Mais ce chien ronfle. Salé, qu'est-ce que c'est? Ce chien ronfle. Ah oui. Ouais. Ben, il me les casse. Si. Est-ce qu'on peut- Ronfler, je sais pas. Non. C'est compliqué. Voilà. Merci. Merci. Vraiment.